Oui, la loi sur l'indépendance des médias est débattue au Sénat après son passage à l'Assemblée. Alors, il s'agit de mieux garantir leur indépendance dans un contexte en France de concentration dans les médias détenus en partie par de grands industriels. On va comparer d'ailleurs ce point avec d'autres pays. Il est aussi question dans le texte de secret des sources et de leur protection. Pour nous en parler ce soir, je vous présente nos invités. Catherine Morin-Desailly, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue, sénatrice UDI. Vous présidez la commission de la culture et de la communication au Sénat. Nous accompagne Patrick Evenot, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes spécialiste de l'histoire des médias. Vous présidez l'Observatoire de la déontologie de l'information. Nous accompagne Jean-Baptiste Rivoire, bienvenue. Bonsoir. Bonsoir à vous, rédacteur en chef adjoint de l'émission spéciale Investigation sur Canal. Et Emmanuel Vire, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, secrétaire général du SNJ-CGT, membre également de la Fédération européenne des journalistes. Merci de nous accompagner. Alors, madame, messieurs, quand on parle des médias, on parle d'indépendance, pluralité, concentration. Catherine Morin-Desailly, voilà des sujets d'actualité et on entre en plus dans une phase de campagne électorale. Et pourtant, s'il n'y avait pas ce texte, ce projet de loi, on ne l'aborderait pas. D'abord, ce n'est pas un projet de loi. Un projet de loi émane du gouvernement, c'est une proposition de loi qui émane de collègues parlementaires. Se préoccuper de l'indépendance des médias, la liberté des journalistes, l'indépendance, à vrai dire, de l'information et du pluralisme des médias, c'est une question importante. C'est le socle de notre démocratie. Quand on voit ce qui se passe autour de nous en Europe, où il y a la régression de certains droits en matière de médias, je pense par exemple à ce qui se passe en Pologne ou en Hongrie ou encore en Croatie, c'est une question essentielle. Mais ce n'est pas une question non plus qui se traite à la légère au détour d'un texte qui arrive en urgence, en procédure accélérée, sans qu'on ait sérieusement le temps de travailler avec une étude d'impact sérieuse, une concertation large et approfondie des acteurs concernés, ce qui n'a pas été Vous dites que les conditions ne sont pas réunies pour... Très mauvaises conditions. Je n'ai jamais vécu d'aussi mauvaises conditions pour étudier la faute à qui ? Voilà. Donc, la faute à qui ? Le gouvernement qui met ce texte en procédure accélérée. Il n'y aura pas de lecture dans chaque chambre pour approfondir justement et affiner le texte. Il arrive moins de 4 semaines après son passage à l'Assemblée sans qu'on ait eu le temps d'auditionner correctement. On l'a fait, on a passé du temps, beaucoup de temps ces 15 derniers jours, mais rien préparer une loi, ça prend davantage de temps. Et ce n'est pas moi qui le dis, les acteurs concernés déplorent ne pas avoir été concertés, ne serait-ce que pour l'élaboration du texte. Et pourtant, Emmanuel Vire, on peut penser que certains sujets et certains points sont plutôt consensuels, qu'il n'y a pas besoin vraiment de très grandes discussions, même si évidemment il faut aller en profondeur sur ce texte. Je ne suis pas sûr qu'on soit sur un sujet très consensuel. Si tout le monde veut évidemment l'indépendance des médias, la liberté de l'information, etc. En apparence, en tous les cas. Voilà, quand on passe aux actes, alors c'est une proposition de loi très ambitieuse par son titre, c'est vrai. Tout à fait. Alors quand on voit le titre, moi quand j'ai vu le titre, sans lire d'abord la proposition, je me suis dit ça y est, c'est arrivé. Voilà. Oui, tout à fait. En tout cas pour les syndicats de journalistes, parce que ce n'est pas que pour le SNJ-CGT, mais donc une loi qui vise à renforcer la liberté, l'indépendance et le pluralisme des médias. Alors je me suis dit, ça y est, c'est arrivé. François Hollande nous avait écrit, je pense à tous les syndicats de journalistes avant son élection, j'ai sa lettre ici, une lettre d'avril 2012, où il disait que sa préoccupation serait de renforcer le pluralisme et l'indépendance des journalistes dans ce pays. Alors depuis, on attendait, on est quand même en fin de quinquennat, c'est vrai qu'on regrette la procédure accélérée, nous aussi on le regrette, mais nous pensons qu'il faut légiférer en la matière. C'est indispensable. Donc, il était temps. En plus, j'ajoute vraiment ce point qui me paraît essentiel. On entre dans une phase électorale, donc où il va y avoir beaucoup forcément de tensions et peut-être même parfois de pression. Oui, mais justement, peut-être que l'urgence en période préélectorale, c'est pas forcément la meilleure des choses. Il faudrait peut-être prendre plus de temps. Mais bon, cette proposition de loi, elle existe. Elle a le mérite d'exister parce qu'elle permet d'en débattre. Elle a quelques aspects qui font quasiment consensus. C'est tout ce qui a trait à la protection des sources des journalistes. C'est une des idées phares que tout le monde se reconnaît. Alors après ça, on peut rentrer dans le détail des mots exacts, etc. Mais globalement, on sait qu'il faut affirmer que les journalistes ont droit de protéger leurs sources, parce que sinon il n'y a pas d'information. Et je crois qu'il faut véritablement revenir à ça, au fondamental, c'est-à-dire que dans une société démocratique, c'est le droit du public à être informé qui oblige à conférer une certaine liberté aux journalistes, une liberté éditoriale, une liberté d'enquête, une liberté de protéger leurs sources. Et donc ça, c'est le point le plus important. Après, il y a des lacunes dans cette loi. La grosse lacune, c'est qu'elle sépare la presse de l'audiovisuel. Or,
à l'époque de la convergence. Maintenant, tous les médias font à la fois de l'écrit, de la vidéo, de l'audio, etc. Et donc on sépare d'un côté un audiovisuel qui est régenté par le CSA qui a lui... Ça, on va en parler. Mais ça, c'est un point faible du texte selon vous. Tout à fait. Je voudrais qu'on insiste, Jean-Baptiste Rivoire, sur l'un des aspects majeurs quand même de ce sujet que nous abordons ce soir, c'est le phénomène de concentration des médias aux mains de grands industriels. C'est un phénomène, là on sera tous d'accord, qui prend une ampleur assez inédite en France. Oui, je crois qu'il n'y a plus beaucoup de médias privés qui ne sont pas entre les mains de grands industriels. Moi, je voudrais dire un mot de ce qui est arrivé à Canal+ il y a quelques mois. On fait une enquête pour l'émission dans laquelle je travaille sur le patron de la 5e banque française, sur lequel la justice enquête pour le soupçonne de blanchiment de fraude fiscale aggravée. La fraude fiscale, en ce moment, c'est quand même l'actualité, c'est assez grave. C'est une banque qui est soupçonnée d'avoir contacté plein de riches Français pour leur conseiller de mettre leur argent en Suisse pour ne pas payer d'impôts. C'est quand même assez grave. On fait cette enquête. Elle est contradictoire, on contacte les dirigeants de la banque, on la valide éditorialement, Canal+ la valide juridiquement, et là tout d'un coup, le patron de la banque appelle son ami et partenaire financier Vincent Bolloré, lui demande apparemment que cette enquête, lui dit que cette enquête le dérange, et tout d'un coup la direction nommée par Vincent Bolloré censure, supprime cette enquête, elle n'a pas le droit d'être diffusée sur Canal+, on ne peut pas faire notre travail. Et si vous voulez, c'est quand même assez grave. Elle sera diffusée ultérieurement, je crois, sur... Alors, elle est partie un peu par miracle sur le service public. Voilà. Et face à cette censure, on était un peu sidérés. On a attendu que peut-être la majorité gouvernementale lève le début d'un petit doigt. Ça n'a pas été le cas. Et la seule fois où une prise de parole a été faite par la ministre de la Culture, c'était pour défendre Vincent Bolloré. Donc, la majorité de François Hollande défend Vincent Bolloré, qui défend son ami le banquier, sur lequel la justice enquête pour soupçon de fraude fiscale aggravée. Moi, j'ai un peu l'impression, là, je ne sais pas dans quel système bananier on se trouve en France. Vous nous amenez sur ce cas particulier. Est-ce que vous avez une réponse du patron de Vincent Bolloré directement ? Il est venu sans aucun complexe, il n'a absolument peur de personne. Il est venu devant les salariés de Canal+, assumer cette censure et expliquer qu'il ne fallait pas toucher à ses partenaires actuels ou futurs, dont il refuse de donner la liste. Autrement dit, c'est un total arbitraire. On ne peut plus travailler en termes d'investigation aujourd'hui à Canal+. Et François Hollande apparemment trouve ça très bien, puisque les seules prises de parole, c'était pour défendre Vincent Bolloré. Bon. Donc moi, je ne sais pas comment on peut faire... attendez, c'est la seule prise de parole de la majorité gouvernementale depuis 6 mois sur cette affaire. Fleur Pellerin, interrogée sur cette censure de l'enquête sur le Crédit Mutuel, a dit « Je n'ai pas d'infos que Vincent Bolloré soit intervenu. Il avait lui-même assumé la censure devant 100 personnes à Canal+, 15 jours avant. » Vous avez raison, et vous évoquez votre cas particulier qui illustre. Non, c'est pas mon cas. Non, c'est pas mon cas. Le cas du groupe. Ce qu'on peut dire, c'est qu'ils ont répondu par cette proposition de loi, puisqu'elle a quand même été suffisamment appelée la proposition anti-Bolloré. Anti-Bolloré, exactement. Mais je voudrais juste élargir, parce que là, vous parlez du phénomène de concentration avec ses dérives et ses risques, mais il y a aussi ce qu'on dit, Catherine Morin-Desailly, c'est-à-dire que si certains médias et journaux de presse écrite ne sont pas pris justement par ces industriels, s'ils n'investissent pas, eh bien ils peuvent peut-être disparaître. Est-ce qu'il y a ce double effet ? Soit il y a des risques, mais aussi s'ils ne sont pas pris en main, il y a la possibilité, comme aux États-Unis, que certains médias disparaissent. C'est à la fois nécessaire et parfois contre-productif. Nous sommes, alors on peut s'en réjouir ou pas, ou le déplorer, mais nous sommes dans un monde globalisé. La mutation numérique est passée par là. De nouveaux acteurs sont entrés dans la danse. J'évoque les géants de l'Internet, ces fameux GAFA qui bientôt vont contrôler toute la chaîne. La valeur ajoutée, on le voit bien, elle ne se partage pas bien. Et moi, ma grande préoccupation en réalité, même si je ne nie pas les problèmes qui viennent d'être évoqués, j'y reviendrai, c'est que finalement la survie de nos médias, que ce soit audiovisuel ou presse, doit passer par une prise de conscience que... Aujourd'hui, on a à lutter contre ces géants qui peuvent menacer, ne serait-ce que notre modèle aussi de médias français auquel nous sommes cette prise de conscience attachés. Donc il faut en prendre conscience. Nous sommes dans un monde de concurrence exacerbée. Voilà. Pour autant, en effet, moi, je suis pour la liberté. Est-ce que sur ce cas précis, vous vous penchez en tant que parlementaire sur Oui, d'ailleurs, nous avons dit que le CSA avait eu toute légitimité. C'était important qu'il s'empare de la question suite au retrait du documentaire sur le crédit mutuel de Canal+, que le patron soit donc convoqué, auditionné et qu'il s'engage justement
à travers l'élaboration d'une charte, mais aussi l'instauration des comités d'éthique, à iTélé comme à Canal+, prennent ces engagements du respect de la liberté éditoriale. On va parler de ces comités d'éthique qui doivent être généralisés. Vous levez les yeux au ciel, Jean-Baptiste Rivoire. De quoi parlez-vous? Je veux dire, le CSA a eu toutes les informations précisément données sur cette censure. Il n'a pas bougé le début du petit doigt. Pas le petit doigt, alors qu'il a reçu le collectif Liberté d'informer. Tous les plus grands journalistes d'investigation français sont allés au CSA amener toutes les preuves de cette censure. Il ne s'est strictement rien passé. Vincent Bolloré, qui a été convoqué par le CSA, il a nommé un comité d'éthique dans lequel il y a 2 personnes qui sont en lien d'affaires avec lui. Mais où est l'éthique? On est en République bananière, Madame la sénatrice. Où est l'éthique? Où est l'éthique? Nous lui demandons... Le mot est un peu fort. Non, nous lui demandons... La Société des journalistes de Canal+ lui demande de signer une charte éthique avec nous. Il n'y a pas de sujet tabou, mais je veux quand même élargir. Je ne vais pas parler que de Vincent Bolloré. Il s'en fiche, il ne veut pas signer de charte éthique avec nous. La réponse des comités d'éthique, c'est justement l'objet de la proposition de loi dont nous débattons et nous réfléchissons. On a fait des propositions extrêmement concrètes sur la façon dont ces comités d'éthique ou de déontologie, on va les avoir baptisés déontologie, doivent se composer avec bien sûr vérification que les personnes qui y siègent ne sont pas en conflit d'intérêts et en toute indépendance. Attendez, Jean-Baptiste Rivoire, là, il y a un travail à faire, je suis d'accord avec vous. Moi, je voudrais vous demander l'avis de Patrick Hebnaut et Emmanuel Vire, puisque là, est-ce que vous pensez, avec ces industriels, qu'il y a une consolidation des médias quand ils les prennent en main, ou alors une concentration avec une fragilisation? Non, mais la question se pose. Bien sûr qu'elle se pose. Elle se pose, et je crois qu'il faut vraiment aborder le sujet frontalement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de concentration actuellement en France, contrairement à ce qu'on croit. Il y a eu des périodes de concentration, des périodes de déconcentration. Le Vivendi actuel est moins concentré que le Vivendi de Jean-Marie Messier il y a 15 ans, qui possédait aussi Havas, qui possédait aussi de la presse, etc. Donc c'est moins concentré. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a une prise de pouvoir d'un certain nombre d'industriels qui n'ont pas fait leur carrière et qui n'ont pas leurs principaux intérêts dans les médias. Il y a une prise de pouvoir d'un certain nombre d'industriels sur un certain nombre de médias. Mais il faut dire aussi que, par exemple, Libération, s'il n'avait pas été racheté par Patrick Drahi, donc SFR, etc., Libération serait mort depuis 6 mois ou 1 an. Donc voilà, ça pose un véritable problème. Effectivement, il n'y a pas vraiment concentration. Il y a des mouvements de capitaux et qui posent problème parce que ce sont des gens qui ont des intérêts ailleurs. Alors on sait très bien que Serge Dassault a des intérêts dans l'aviation et dans le Figaro, que Bernard Arnault a des intérêts dans le luxe et dans le Parisien et les Échos, et ainsi de suite. Donc c'est là où est le problème, c'est-à-dire que ce ne sont pas des purs players d'information, ce sont des milliardaires. Contrairement à ce qui se passe d'ailleurs aux États-Unis, parce qu'on fera tout à l'heure la comparaison. Alors Emmanuel Vire, sur ce que vient de dire Patrick Hebnaut. Je savais qu'on n'allait pas être d'accord avec Patrick Hebnaut, c'est pas la première fois. Moi, déjà, je pense qu'il faut arrêter avec ce mythe de il faut assumer la concentration parce que c'est comme ça qu'on sauve l'emploi et des titres de presse ou des... Non, pas du tout. Ce qu'on observe, c'est que depuis que... Laissez-moi parler. Depuis qu'il y a ce phénomène de concentration, le nombre de journalistes baisse et les journalistes se précarisent. On a des chiffres, vous les connaissez, on était aux 80 ans de la carte de presse ensemble. On peut parler de l'audiovisuel, mais on peut parler de la presse écrite. La presse écrite, c'est encore 65% des journalistes dans ce pays. Quand le Crédit Mutuel met la main sur l'ensemble des quotidiens régionaux de l'Est de la France, de Strasbourg à Dijon, en passant par Lyon, etc., etc., que fait le Crédit Mutuel? Il crée un bureau d'une vingtaine de journalistes à Paris qui vont fournir toute l'information nationale, internationale, sportive nationale et internationale pour l'ensemble des titres du groupe. Vous remettez en cause leur stratégie. Oui. Rien qu'en termes d'emploi. Je représente d'abord des journalistes, je suis un syndicat de journalistes. Ce que j'observe, c'est que depuis plusieurs années, nous perdons à peu près 500 cartes de presse par an. Et qu'on a une profession qui se précarise avec des prédateurs qui mettent la main sur des médias et on se retrouve avec des journalistes en plus totalement dépendants. Et je termine juste. Il y a de jeunes qui font du journalisme sans avoir la carte de presse. Il faut voir ça aussi dans les sites internet. Oui, mais Patrick, nous avons les chiffres, on les a donnés encore la semaine dernière. En l'an 2000, les premières demandes de carte de presse, à 66%, c'était des CDI. En 2014, 34% des CDI. Le reste, c'est des précaires. Pigistes ou CDD. Dans toutes les professions. Laissez-moi terminer. En 2000, pareil, sur les revenus. Un journaliste gagnait 3 400 euros en 2000. Vous voulez dire qu'ils accélèrent la précarité? Bien sûr, de notre métier. Et là, je ne parle que, on va dire que là, j'ai ma casquette de syndicaliste et je vais reprendre ma casquette de journaliste. Le problème, c'est qu'ils dénaturent aussi le sens du métier.
Alors, ça, c'est ça qui est le plus... Et on l'a dit à la Commission, quand j'ai parlé des journalistes couteaux suisses. De France. Emmanuel Viat, si on prend l'exemple des États-Unis, peut-être Patrick Hebneau peut nous en parler. Je crois qu'il est interdit de posséder à la fois une radio, une télévision, un journal dans une même localité. Il y a en tous les cas vraiment des limites et des garde-fous. Est-ce que cet exemple-là marche, américain ? Non, parce que les garde-fous sont faibles, c'est par grande ville. Donc on ne peut pas avoir à la fois télévision, radio et presse. Mais un des plus grands groupes de médias, c'est quand même le groupe de Rupert Murdoch, qui aux États-Unis a une concentration de médias entre Fox News, etc., et puis un certain nombre de journaux, comme le Wall Street Journal. Donc il y a une concentration aussi. Dans tous les pays du monde, il y a concentration. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on fait ? Moi, mon problème, c'est la traçabilité de l'information. C'est comment on passe de la quête de l'information à sa délivrance au public. Et cette traçabilité, l'important, c'est qu'elle soit faite honnêtement. Qu'elle soit faite par des grands groupes ou des tout petits journaux, ça n'a pas d'importance. Cette honnêteté professionnelle, justement, je fais réagir Jean-Baptiste Rivoire et Catherine Morin-Desailly à ce qu'a dit Madame Catherine Morin-Desailly sur la généralisation des comités d'éthique. Alors composés, dit-on, de personnalités indépendantes. Qu'est-ce que ça vous inspire, ce genre de proposition, de mesures concrètes ? Dans cette proposition de loi, qui nomme demain les comités d'éthique chez Bolloré ? Dans toute entreprise de l'audiovisuel, qu'elle soit publique ou privée, c'est le conseil d'administration ou de surveillance, voilà. Et doit faire partie, dans le cadre de la loi, de ce conseil d'administration, des représentants de la société des journalistes, ça nous semble le b.a.-ba. Le médiateur, quand il en existe un, d'ailleurs, il pourra du coup faire remonter un certain nombre de données quand il est saisi, et c'est assez fréquemment le cas, voilà, par les téléspectateurs ou les auditeurs, et des personnalités issues du conseil d'administration ou désignées par le conseil d'administration. On peut parler des heures, madame, ça sert à rien, madame. C'est pas vrai, ça marchera pas. C'était la proposition de loi venant de l'Assemblée. Nous avons essayé de rentrer dans le jeu, d'instaurer des comités déontologiques qui, dans certaines entreprises, existent déjà, mais surtout leur donner un rôle opérationnel, parce que le texte tel qu'il venait, c'était un objet non identifié dans l'entreprise dont on ne savait pas quel rôle il aurait, comment il serait composé, etc., etc. Là, au moins, il a le mérite. Un exemple. Voilà, quel genre de personnalité devrait composer ces comités ? Il y a déjà une loi de 86 sur l'audiovisuel que j'ai lue qui précise qu'en fait, dans une grande chaîne de télévision en France, l'intérêt des actionnaires ne doit pas entraver ou censurer le travail des rédactions. Et les chartes, les conventions des télévisions doivent inclure des articles qui développent ça, qui prévoient ça. La charte de Canal ne le fait pas. On est tombé de notre chaise. Attendez, je termine. Dans l'article 2 de la proposition de loi. Juste, je termine. Mais ça ne sert à rien de faire des lois si elles ne sont pas appliquées, madame. Non, mais attendez, je voudrais juste finir mon propos. À ce moment-là. Donc, il y a une loi en 86 qui prévoit ça. La convention de Canal ne le prévoit pas, donc elle n'est pas conforme à la loi de 86. Que fait le CSA ? Il a validé cette convention qui ne prévoit pas les garanties de la loi de 86. Donc, à quoi ça sert de faire encore une nouvelle loi si la dernière n'est pas appliquée ? Et dans votre question, il y a, Jean-Baptiste, à quoi ça sert le CSA presque ? C'est aussi mais le CSA, toutes les infos lui ont été données. Le CSA, il s'en prend aux gens des télévisions du matin au soir pour un floutage d'un bout de pied au fond d'un plan dans une foule qui manifeste dans une ville à l'étranger. Toute la journée, le CSA nous embête avec ça depuis 15 ans. Là, il y a une censure majeure sur une banque soupçonnée par la justice française d'exil fiscal, d'accord ? C'est grave. Le CSA ne bouge pas une oreille. Alors justement, pas une oreille. Ça sert à quoi ? Le rôle du CSA, on a souvent dit qu'il était le faux nez du pouvoir, en quelque sorte. Il n'est pas le faux nez du pouvoir. Il est désigné par le pouvoir. Il est désigné. Il n'a aucune indépendance. Il n'est pas indépendant parce qu'il est désigné par le pouvoir politique. Bon, donc son financement. Attendez, non. C'est pas si simple que ça, c'est pas tout blanc ou tout noir. Mais attendez, son financement est assuré par le Parlement, donc il n'y a pas de problème. C'est donc le budget de l'État qui est voté par le Parlement. Oui, bon, bien sûr. C'est pas nous qui rétribuons directement le CSA. Non, mais enfin, c'est vous qui votez quand même. On vote le budget. Donc c'est le Parlement qui vote le budget de l'État et donc du CSA. Non, mais ce que dit Jean-Baptiste Rivoire, on n'a pas entendu une personnalité du CSA s'élever pour dire maintenant ça suffit, ce n'est pas possible. Par exemple, mais le CSA, on le voit bien, il peut faire dans le détail. Alors, il peut donner des mises en demeure, etc., sur toute une série de choses, le floutage ou des choses comme ça. Et en fait, il n'a pas l'arme nucléaire qui est la suspension de la Convention. C'est ça son problème. Il ne peut pas s'en servir. Donc là, il est coincé. Moi, je trouve que le CSA n'a pas à se mêler de déontologie,
des médias. Le problème de ces comités d'éthique, c'est qu'ils mélangent comité d'éthique et de déontologie, de pluralisme, et qu'ils mélangent les programmes et l'information. Il faut mettre à part l'information. L'information, c'est quelque chose de très sérieux qui est dans une société démocratique fondamentale. Donc il faut vraiment que ce soit mis à part et pas dans les mains d'une autorité administrative. Ça, c'est pas prévu dans le texte. Administrative. Il faut la mettre à part. Oui. On a apporté des nuances au texte venant de l'Assemblée pour bien spécifier qu'il s'agira des programmes d'information ou tout programme qui concourt à cette information. Voilà. Donc ça concernera les documentaires en réalité qui voilà. Le débat est très vaste. Il y avait un autre point, mais on ne va pas avoir le temps de l'aborder, qui était assez intéressant quand même sur les convictions. On peut non pas opposer, mais en tout cas parler de son droit justement à avoir une conviction, peut-être ne pas réaliser certains reportages. Mais je voudrais vous laisser en guise de conclusion quelques minutes pour insister sur le point qui vous semble le plus important, fondamental justement à mettre dans ce texte, Emmanuel. Là où on en est maintenant avec un texte adopté déjà en première lecture à l'Assemblée nationale, j'en suis plus à rêver sur ce qu'il pourrait y avoir, par exemple, de mesures anti-concentration dans ce texte que nous voulons. Non, moi, il me semble, il faut préserver ce qui a été mis par l'Assemblée nationale sur la protection des sources. J'ai vu qu'en commission au Sénat, par exemple, ce qui avait été prévu pour les lanceurs d'alerte a été enlevé, ça c'est inacceptable. Un certain nombre de points qui ont été enlevés par le Sénat, enfin la commission pour l'instant, puisque le texte n'est pas voté encore, mais qui nous semblent inacceptables. Je vais répondre à cela. Oui, vous me répondrez. Et par ailleurs, pour nous, il y a un point qui serait très important, c'est évidemment pour que les journalistes soient réellement indépendants, qu'on reconnaisse, qu'on donne un statut juridique aux équipes rédactionnelles. Ça, en 2008, les syndicats de journalistes l'ont demandé, de tous les syndicats de journalistes. Et il y a déjà eu des propositions de loi dessus, mais souvent ce sont des propositions, comme M. Bloch, il l'a fait en 2010, quand il était dans l'opposition. Maintenant qu'il est dans la majorité, il ne la reprend pas. Les conclusions, Catherine Morin-Desailly. Je suis très sensible à la question des lanceurs d'alerte parce que j'avais déposé une proposition de résolution pour proposer d'accueillir en France de l'asile à Edward Snowden suite aux révélations sur la question de l'hypersurveillance dans le monde de l'Internet. Donc nous avons rétabli le principe de protection des lanceurs d'alerte, mais parce que le gouvernement a déposé un amendement qui a répondu à une de mes préoccupations, qui était en cas de dénonciation calomnieuse, il fallait bien qu'on puisse avoir inscrit ça dans le code pénal. Donc ça a été complété et du coup on revient sur le texte. Ça, c'est un élément. Mais j'ai eu cette exigence et cette rigueur. Pardonnez-moi. Oui, je fais bien mon travail de législateur. Non, mais c'est pas ça, mais... Voilà. Et il faut aussi suivre le travail parlementaire. Dans ce texte, Catherine Morin-Desailly, il nous reste quelques minutes pour que tout le monde puisse conclure. Le point essentiel, c'est qu'il y a des avancées, le droit d'opposition élargi à l'ensemble des entreprises de presse, y compris écrites, les chartes, les comités de déontologie. On a essayé de faire un texte très pragmatique, basique. Peut-être que des choses seront à améliorer, mais en tout cas, ce qui est important aussi, c'est de garder l'esprit de confiance et de dialogue qui doit présider au sein d'une entreprise, me semble-t-il. Un mot. Donc vous vous intéressez aux lanceurs d'alerte. Vous savez ce que sont devenus c'est très rapide. Vous savez ce que sont devenus les journalistes qui ont fait l'enquête sur le Crédit Mutuel? Dites-nous. Vous allez le dire aux téléspectateurs. Vous ne savez pas? C'est des lanceurs d'alerte. Ils ont été virés. Voilà. C'est ça la réalité en France aujourd'hui. C'est ça la réalité en France aujourd'hui. Crucial. Merci. On arrive à la fin de ce débat.